Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous mensuel de No Code for Good. Tous les mois, ce petit live qu'on fait. Je suis Angeline, je suis Product Manager pour No Code for Good et je suis avec Quentin, qui est notre lead tech. Quentin qui est Product Builder, qui est formateur No Code, expert de software, on peut dire. Et à No Code for Good, on est donc une équipe 100% bénévole. Je fais un petit coucou à Anne-Ariel que je vois aussi dans le chat qui s'occupe de nos ops. Aujourd'hui, on va avoir une session spéciale. Alors, je vais expliquer ça et je vais expliquer aussi la guest star qu'on a la chance d'avoir et qu'on est ravis d'accueillir. Peut-être dire deux mots d'abord pour rappeler un peu ce qu'est No Code for Good. Donc, No Code for Good, on est une association à but non lucratif et notre objectif, c'est de mettre en lien des projets qui ont une mission sociale, solidaire ou environnementale avec la communauté des développeuses et des développeurs no-code solidaires. Donc concrètement, si vous êtes développeur ou développeuse, vous pouvez aller sur notre plateforme No Code for Good et là, vous allez trouver des projets, que ce soit des associations, des petites entreprises ou même des personnes qui cherchent un coup de main, puisque avec les outils no-code, avec l'IA, on peut faire énormément de choses et donc ça va vraiment être le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. Juste trois petits exemples de missions qu'on a en ce moment en stock sur notre plateforme que vous pouvez aller voir. On a par exemple un site qui organise des dons et des échanges d'affaires d'enfants qui a besoin d'un coup de main sur des automatisations software et make. On a un groupe très sympa de musiciens qui ont besoin de coaching sur Glide et puis aussi un groupement d'entreprises sociales, solidaires et environnementales qui, elle, ou lui, je devrais dire plutôt, est à la recherche de conseils pour framers. Donc, autant de missions passionnantes et qui ont un vrai impact, puisque l'année dernière, par exemple, on a eu une quarantaine de projets de missions qui ont été déposées sur la plateforme et donc on a une centaine de développeuses, de développeurs no-code qui viennent prêter main forte. Alors c'est vrai qu'habituellement pendant ce rendez-vous avec Quentin, on aime bien accueillir justement des projets et la no-codeuse ou le no-codeur qui sont intervenus ensemble sur une collaboration pour faire un retour d'expérience. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire un format un peu spécial puisqu'on va faire une masterclass avec Xavier Agapé, qui est consultant en transformation numérique, expert des outils no-code et IA, qui va bientôt nous rejoindre. Et donc, ce dont on va parler, c'est vraiment comment on peut faire avec des outils no-code, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Alors, juste avant, Quentin, est-ce que tu veux rapidement dégainer nos actus pour qu'on puisse ensuite se lancer dans le vif du sujet? En effet, déjà quelques nouveautés pour ce mois-ci. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens de No Code for Good, de nos ressources No Code et du dernier live maintenant sur notre Bentomi que je vais afficher à l'écran. Donc le Bentomi / No Code for Good. Vous allez retrouver les liens du coup de notre invité Xavier pour ce mois-ci. Vous allez retrouver les liens vers notre plateforme et aussi vers le Hello Asso qui est la plateforme qui va vous permettre d'adhérer à No Code for Good si jamais vous voulez nous soutenir, nous aider financièrement et aussi peut-être donner votre avis et vos idées à l'association. Deuxièmement, j'aimerais remercier l'équipe de No Code for Good, tous les no-codeurs qui nous aident actuellement sur nos chantiers bénévoles en interne. Donc on a Alexandre qui s'occupe de la landing, on a Mathias qui, je rappelle, nous a aidés pour les automatisations. Et on a aussi Audrey qui s'occupe de l'UX Writing et de faire un peu une révision totale de nos formulaires et de ce qui se passe sur la plateforme quand nos utilisateurs viennent s'inscrire. Troisième chose, pour le mois prochain aussi, ce sera pas un live de projet, c'est un live un peu spécial puisque on prévoit des nouveautés chez No Code for Good. Je vais essayer en live, en built-in crash test, de construire une messagerie, de tordre software pour faire une messagerie et que maintenant toutes les discussions entre projets et nos codeurs se fassent depuis la plateforme.
pour que on puisse s'y retrouver autant au niveau des projets qu'on a contactés que des collaborations qu'on a fait depuis la plateforme. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a niveau nouveauté pour ce mois-ci. Et je vous laisse avec Angeline. Super. Alors déjà, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Frédéric, bonjour Stéphane. Et eh bien, on va accueillir Xavier. Qui n'est pas loin. Le voilà. Bonjour Xavier. Bonjour à tous et que la force soit avec vous. Absolument, puisque j'ai parlé haut et fort de partout d'un grand vizir, mais finalement c'est un Jedi qui nous a rejoints. Aujourd'hui c'est un Jedi. J'ai pas mon sabre laser, mais vous voyez la lumière derrière, c'est mon sabre laser qui est en train de faire de... Super. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi d'être là avec nous, Xavier, d'avoir trouvé un moment pour venir intervenir sur notre live. C'est vrai qu'on a eu cette idée parce que récemment, on a quand même entendu des choses un peu dénigrantes par-ci, par-là sur les outils no-code. Et pour nous, c'était vraiment important de faire ce point, de dire, bah si, en fait, pour des projets à but social, environnemental, et pas que, évidemment, pour plein d'autres gens aussi, en fait, ces outils, ils peuvent être littéralement game changer. Et donc, ça serait vraiment dommage de pas en tirer parti, même si, et c'est vrai qu'on va en parler ensemble aujourd'hui, il y a des règles à respecter, il y a des choses à faire et à ne pas faire notamment, mais à partir du moment où on fait les choses sérieusement, c'est comme pour tout, on peut avoir d'énormes bénéfices. Alors, du coup, je vais peut-être dire deux mots pour te présenter, même si là, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément indispensable parce que beaucoup de personnes te connaissent dans la communauté, mais on va avoir aussi aujourd'hui des personnes de la communauté solidaire qui nous rejoignent, qui ne sont pas familières du no-code. Alors, c'est vrai que toi, Xavier, tu es assez discret sur Internet. Tu ne fais pas partie de ces personnes qui publient tous les 4 matins sur LinkedIn. Et pourtant, tes clients savent te trouver. On l'a vu récemment avec ce Citizen Dev, Sébastien Lepelletier, me semble-t-il, qui a fait économiser plus de 200K, je crois, Super U. Et donc, il l'a fait sous ta houlette, puisque tu l'as mentoré sur un projet, donc en l'occurrence avec des outils no-code. Et tu es aussi Exactement. donc bien connu de la communauté No-Code France. On va y revenir. Je voulais dire d'abord deux mots sur ton parcours. Le premier point que je voulais souligner, c'est que tu es un ingénieur informaticien. Et ça, c'est important de le souligner parce que dans le monde des outils no-code, finalement, ce qu'on peut constater, et c'est d'ailleurs quelque chose de très chouette, c'est qu'il y a des personnes de tous horizons qui viennent s'emparer de ces outils et faire des choses avec. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Ça reste de l'informatique, les outils no-code. Et le monde de l'informatique, finalement, c'est des manières de penser, c'est des concepts. Et quand on est à Rome, eh bien, il faut faire comme les Romains. J'ai envie de dire que là, c'est un peu pareil. Il y a des choses à respecter puisque sinon, eh bien, on peut aller dans le mur. Et donc ça fait partie des choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors toi, justement, tu as une longue expérience professionnelle, à la fois dans la tech strictement, mais aussi dans le produit, puisque tu as eu en fait des rôles des deux côtés. Tu as travaillé pour des banques, dans le nucléaire, pour la SNCF, pour des médias. J'ai vu Le Figaro, France Télévisions, Canal+. Et aujourd'hui, tu es CTO d'une fintech. Tu es formateur no-code chez Contournement, me semble-t-il. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ah non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Même si je fais plus de formation, de formation pour contournement, mais oui, j'ai toujours, on peut dire, cette casquette qui vole un peu au-dessus de ma tête. D'accord, super. Alors justement, la première question que je voulais te poser, moi, juste pour te poser une question avant qu'on rentre dans notre sujet, c'est comment tu es arrivé, toi, au no-code ? Très, très bonne question, très bonne question. Alors déjà, je vais enlever mon déguisement de Jedi parce que en fait, sinon, je vais être en sueur pendant pendant toute notre intervention.
Comment je suis arrivé au no-code? En fait, dans mon ancien métier de consultant, donc on mettait en place des outils pour des grandes entreprises, des outils très chers qui font tout un tas de choses. Et puis, j'avais un peu fait le tour, mon métier commençait à se transformer plus en chef de projet, mais chef de projet vraiment dans Excel, faire que du suivi de tâches, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, ce que j'aimais bien, c'est aller au contact des gens. Mais plus mon équipe grossit, enfin, plus les équipes grossissaient, plus j'avais de responsabilités et moins je faisais de choses, on va dire, opérationnelles. Et bon, ça commençait un peu à me peser. Et puis je me suis dit, bah, je vais regarder un peu ce qui se fait sur Internet. J'ai découvert Shubham. En vrai, j'ai pas directement découvert Shubham, mais j'ai découvert, comment ça s'appelle, mince, The Family. Et The Family m'a fait découvrir le no-code et Shubham, du coup. Et, euh, et du coup, ben, de fil en aiguille, je me suis intéressé au no-code, à No Code France. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, ce que je fais pour les grandes entreprises, avec les outils qui commencent à exister, je vais pouvoir en fait, le faire pour les plus petites entreprises à un coût correct, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Super. Alors justement, ces outils, on va en parler. Du coup, la communauté No Code France, c'est vrai que c'est une communauté dans laquelle tu es très engagé aussi. Je le dis pour les personnes qui sont avec nous, qui font pas partie de cette communauté. Si vous vous intéressez aux outils No Code, vraiment, ça vaut le coup d'aller voir la chaîne YouTube, de venir sur le Slack, l'outil Slack, qui est une sorte de forum en quelque sorte, ouvert absolument à tout le monde. Hein, c'est pas du tout sélectif. Vraiment, tout le monde est le bienvenu et il y a énormément d'informations et d'échanges qui se passent là. Toi, aujourd'hui, Xavier, c'est quoi ton rôle au niveau de la communauté No Code France? Ben, moi, je m'occupe surtout de la modération du Twitch. Je fais attention à ce que tout se passe bien sur le Twitch. J'accompagne les nouveaux aussi à prendre leur marque, mais des fois, quand ils sont tout seuls, ce qu'ils font des lives, il n'y a pas encore du beau grand monde, bah, je les accompagne, je pose des questions, j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Et ouais, je donne un peu vie au chat, même si je suis un peu un troll, hein, je sais, mais j'essaie de donner vie au chat et de faire en sorte, pardon, que ce soit sympa d'être présent sur le Twitch de No Code France. Super, super. Bah, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir s'en donner à cœur joie parce que vu qu'on a on a le ministre de l'Intérieur en quelque sorte des lives Twitch qui est avec nous, on va pouvoir y aller gaiement. Alors, bah, du coup, aujourd'hui, on a un programme qu'on a annoncé sur LinkedIn tout à l'heure. Donc, tu n'as pas été le premier à découvrir ton propre programme. Ce qu'on va faire, c'est que donc pour regarder vraiment concrètement ce sujet de quoi faire avec du no-code et comment le faire, on va aller directement regarder ça avec des cas d'usage qu'on va faire un peu en mode blind test puisque tu vas les découvrir sur le champ, Trop Xavier. bien. Ok. Et peut-être avant de se prêter à ça, je rappelle simplement que là, il va y avoir aussi des personnes non expertes qui sont avec nous. Il y a des personnes aussi qui m'ont demandé si elles pourraient regarder le replay. Donc, bien sûr, ça sera le cas. Et nous, on va être vraiment dans une optique de tout expliquer, de tout vulgariser. Et donc, du coup, il y a deux points que je voulais aborder avec toi, Xavier, parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le premier point, c'est déjà tout simplement c'est quoi les outils no-code? Parce que finalement, aujourd'hui, on parle de programmation visuelle, on parle de no-code, on parle de low-code. Il y a aussi maintenant cette idée de vibe coding qui est Aïe, arrivée. aïe, aïe. Et même finalement, pour des personnes qui sont dans la tech, on a l'impression qu'il y a un truc nouveau toutes les semaines et on finit par avoir la tête comme une pastèque, quoi. Donc toi, quel sens est-ce que tu peux donner un peu à tout ça, y compris pour des personnes qui arrivent et ne connaissent pas forcément ces outils? Bah, je, je pense qu'il faut. En fait, c'est relativement simple. Les outils no-code, c'est vraiment des outils que, j'ai envie de dire, tout le monde, ou en tout cas n'importe qui, pourrait prendre en main en se formant un petit peu, même s'auto-former, et même quand on n'a pas de compétences techniques, pardon, être capable de réaliser des choses. Donc, par exemple, prendre Airtable. Un Airtable, c'est vraiment un outil no-code. Sans compétences techniques, on est capable de réaliser des petites choses. On ne va pas aller créer Airbnb avec Airtable, mais on va être capable de répondre à un besoin métier ou à un besoin pour une association, pour un besoin perso même. Et c'est voilà, c'est tout cet écosystème d'outils
qui ne nécessitent pas forcément de compétences ultra techniques et qui permettent d'aller relativement rapidement d'un point A à un point B dans nos projets. Alors, on va y revenir parce que ça, justement, c'est la puissance et le danger du no-code, quelque part, hein. C'est qu'il ne faut pas particulièrement de compétences techniques, mais bon, il en faut quand même. Surtout, tout dépend ce qu'on veut faire. On va y revenir. Le deuxième point, c'est sur cette expression de maître de l'IA qui revient un peu partout. Maintenant, c'est vraiment... je dirais, devenu un peu un must quand on veut faire quelque chose, de se poser la question de l'IA. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, là-dessus? Ben, alors, maître de l'IA, c'est comme maître du no-code, c'est comme vouloir développer un produit. Avant de commencer à mettre quoi que ce soit où que ce soit, le principal à mettre en place, c'est de travailler son besoin, son process, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, de mettre un peu les choses à plat, et ensuite de se demander, est-ce que pour répondre à mon besoin, j'ai vraiment besoin de nos codes? Est-ce que j'ai besoin d'une automatisation? Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que tout simplement, en fait, c'est juste mon process, il était nul, ça marchait pas, et en fait, il suffit juste de retravailler les interactions entre les humains pour que ça fonctionne correctement. Et très souvent, en vrai, les problèmes commencent par là, c'est les humains entre eux n'arrivent pas à interagir, et ce qui fait que on essaie de mettre des carrés dans des ronds, ça marche pas. Et une fois qu'on a réussi à faire en sorte que tout le monde puisse communiquer correctement, ben là on peut se dire, ok, pour fluidifier, pour améliorer, eh bien on va pouvoir mettre des automatisations, des outils, et peut-être même de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, pour donner un exemple d'utilisation d'intelligence artificielle, même si on va y venir aussi dans les cas d'usage, mais je pensais peut-être que tu pourrais dire deux mots sur cet OCR dont tu m'as parlé et dont on se demandait si ça pourrait être quelque chose d'utile aux associations, et peut-être qu'on aura la réponse en regardant les cas d'usage. Ah, ah, tu me prends par surprise. Mais Mais oui, en fait, on est en train d'essayer de construire un petit outil assez simple à mettre en place pour pouvoir faire de l'OCR, hein. L'OCR, c'est quoi? C'est de la reconnaissance de caractères. Et nous, on essaie de monter un petit service très simple à gérer, très simple à mettre en place, euh, très peu cher, un peu un pay as you go. Je vais essayer de le traduire, mais en fait, à partir de 1 euro, on va pouvoir commencer à travailler avec de l'OCR sans avoir besoin de compétences techniques particulières. Et ça peut être utile pour pouvoir, imaginons, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais moi, c'est l'un de mes premiers cas dans le no-code, par exemple. On m'avait demandé, euh, merci Claire, paie-moi à l'usage. C'est pas exactement à l'usage, mais en fait, on prend un petit pack de pages, et en fait, tant qu'on n'a pas déroulé ce pack de pages, on peut continuer d'utiliser l'outil. Et même si vous n'avez mis qu'1 euro et que c'est 1 euro que vous les consommez en un an, vous les consommez en un an, c'est comme ça. Contrairement aux outils qu'on voit aujourd'hui, où la plupart du temps, chaque mois, on vous brise vos crédits. Ce que j'ai découvert là, il y a peu de temps. Donc concrètement, ça va permettre d'aller extraire du texte de documents, d'extraire du texte d'images, et ensuite de pouvoir aller utiliser ce texte, cette donnée qu'on a extraite des documents, pour pouvoir les ranger, en faire quelque chose d'intéressant. Et moi, dans mon ancienne vie, en fait, j'ai aidé une entreprise qui fait de la collecte, qui faisait d'ailleurs, qui fait toujours, de la collecte de déchets. Et en fait, ils recevaient des factures, mais des centaines de factures par mois, parce qu'ils travaillent avec beaucoup de sous-traitants, donc ils avaient des centaines de factures par mois, et donc on utilisait un outil de CR pour extraire toutes les datas des factures, et ensuite aller les ranger dans un ERP. Et voilà à quoi ça sert un ECR, c'est-à-dire on récupère les informations des documents, et ensuite, hop, on peut aller en faire ce qu'on veut derrière, quoi. Super, super. Alors, on va pouvoir justement voir maintenant ensemble un peu les cas d'usage et peut-être que ça va apparaître. Alors, Quentin, tu vas pouvoir dégainer cet outil ce petit blind test qu'on a préparé pour Xavier. Je dis bonjour aussi à celles et à ceux qui nous ont rejoints. On est une vingtaine là, donc on va pouvoir s'y mettre. Alors, je vous explique très rapidement les règles du jeu. On est un peu entre le blind test et le Allo Docteur. Xavier, tu vas pouvoir choisir en fait les cartes que tu veux. Et on va regarder, en fait, chaque carte correspond à un cas réel. Hein. C'est pas là des choses qu'on a sorties de notre chapeau, mais en fait de notre Airtable, concrètement, de vrais cas
d'associations qui se sont adressées à nous avec un besoin et donc qui ont fait appel à la communauté des développeuses et des développeurs solidaires. Donc, on va regarder un peu quelles étaient ces demandes. N'hésitez pas du côté projet, si vous avez un projet, un cas d'usage, vous avez un besoin, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Côté nos codeuses et nos codeurs, n'hésitez pas, vous, à challenger un peu Xavier, à dire, vous, comment vous verriez les choses. L'idée, c'est que ça peut être interactif, ça sera d'autant plus drôle. Et donc, on va aller regarder un peu ce que ça donne. Alors, Xavier, vas-y, on te laisse choisir. Alors, je vais prendre l'image qui est en bas à gauche. On dirait des déchets. Justement, on a parlé de déchets, alors ça tombe bien. Tout à fait. Alors, ramassage de déchets sauvages. Donc, bien, Quentin va zoomer un peu pour qu'on puisse voir ça un peu plus précisément. Mais de toute façon, moi, je vais vous guider. Alors là, on a eu une association de préservation de la nature qui organisait des opérations de ramassage de déchets avec des citoyens. Et donc, eux, leur problème, c'était de dire, ils sont venus à nous en disant qu'ils avaient besoin d'un outil pour être plus efficaces. Donc, en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont venus en disant qu'ils voulaient créer une application et ils avaient un certain nombre de contraintes. Donc, au niveau de leurs besoins, ils voulaient informer les gens des opérations de ramassage qu'il allait avoir. Il fallait aussi que cette application puisse servir à signaler des déchets. Aussi à prévoir la fourniture de sacs poubelles, de matériel de ramassage, des choses comme ça. Ils avaient aussi le souhait de publier leurs actions sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, il y avait un volet création d'événements et inscription. Alors, du coup, ça, c'est la mission un peu telle qu'on l'a reçue. Qu'est-ce que tu en dirais ici, Xavier? Quelles seraient tes préconisations en termes d'outils et de comment s'y prendre? Ok. Alors, déjà, il parle de plus d'efficacité, mais on ne sait pas d'où ça part. Ça veut dire quoi plus d'efficacité? Quel est leur problème aujourd'hui? S'ils ont un problème d'efficacité, il faut déjà détecter le point de départ. Où est-ce que ça bloque? En fait, un processus, c'est comme une chaîne de vélo, et si l'un des maillons est cassé, on peut le réparer, on peut le changer, on peut faire des choses. Mais si on ne sait pas quel est le maillon qui est cassé, c'est un peu compliqué de pouvoir réparer ce problème de productivité, d'efficacité. Ensuite, une fois qu'on aura potentiellement on va aller, je pense, j'imagine, dans les outils. L'objectif est quand même d'essayer de proposer une solution. Euh, une fois qu'on aurait identifié quel est le problème en question, je pense que l'objectif serait de partir sur des outils relativement simples. C'est pas dit si en fait ils souhaitent opérer les outils eux-mêmes à la fin, enfin pouvoir les manager, en tout cas les faire évoluer, pardon. Ou si en fait ils vont plutôt demander à quelqu'un de le faire régulièrement pour eux, parce que c'est pas forcément exactement les mêmes outils qu'on va peut-être mettre en place pour répondre à ce besoin. Typiquement, je vais dire peut-être, je vais un peu dire une bêtise, mais on pourrait totalement faire une application web, une application mobile, pardon, pour répondre à ce besoin, euh, avec par exemple un outil comme Flutterflow. Mais si c'est eux qui doivent ensuite faire évoluer l'outil ou le gérer, en fait, ça va peut-être pas être la bonne techno. Donc, va peut-être mieux falloir utiliser un outil plus simple, par exemple un Softer. Typiquement, je pense que Softer, ça pourrait potentiellement faire le job dans ce cas-là, mais c'est pas exactement pareil, et c'est pas exactement la même finalité. Alors, est-ce qu'avec un software, on pourrait, parce que là, c'est vrai que sur ce type de cas, on a quand même un besoin de mobile first, a priori, puisque c'est quelque chose qui va être utilisé donc par les personnes de l'association, par des bénévoles, par des citoyens qui vont juste participer à des opérations. Donc, probablement un certain nombre de personnes qui vont utiliser ça sur un mobile. Est-ce que Softair est un outil qui permet de faire des applications qui vont bien fonctionner comme ça sur le mobile? Alors, il y a des choses qui sont possibles sur le mobile.
Après, je ne suis pas un super expert software, mais quand j'utilisais software, en tout cas à l'époque, on était déjà capable de travailler un petit peu sur une version mobile acceptable. Maintenant, ils- est-ce qu'ils savent déjà si vraiment les citoyens vont utiliser leur application? Pourquoi je dis ça? Parce que s'ils se lancent dans une application et que finalement personne ne l'utilise, bah, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Ça va peut-être leur coûter plus cher que d'avoir fait un premier software, même si c'est un peu, euh, même si c'est un peu en mode dégradé pour débuter, mais ça permet au moins de tester, de bien valider que les citoyens ils vont utiliser, qu'il y a des personnes en dehors d'eux-mêmes qui vont vraiment aller sur la plateforme. Après, il faut que le software permette aussi de pouvoir prendre des photos. Je vois qu'il y a la possibilité de pouvoir déclarer qu'il y a un déchet quelque part. Donc, il va falloir savoir si on est capable de prendre des photos ou pas avec software. Ça, je n'ai pas forcément la réponse. Je pense que Quentin pourrait répondre à cette question. Euh, mais avant de se lancer dans l'outil final, déjà peut-être tester le marché, entre guillemets, et être sûr que ça va bien être accepté, que ça va être utilisé et qu'il y a vraiment une plus-value pour les citoyens. Alors, a priori, là, dans ce cas-là, ils le savent puisqu'ils ont en fait un système où ils fonctionnent avec plein d'outils. En fait, c'est ça leur problème, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent plein d'outils. Donc, ils doivent avoir un petit site, utiliser WhatsApp, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est vraiment un très bon point et c'est un des grands intérêts des outils no-code de pouvoir faire finalement ce qu'on appelle un MVP ou un prototype, c'est-à-dire une première version rapide et pas cher et qui permet de voir quel est l'usage en fait que les personnes vont faire de ça. Quentin, tu nous rejoins. Est-ce que tu voudrais rajouter un peu des choses sur Softair ou sur d'autres outils? N'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez d'autres idées d'outils. Je peux rajouter une petite information sur Softair. Bon, tout d'abord, malheureusement pour l'instant, prendre des photos depuis Softair, c'est pas possible. On peut quand même avoir nos web apps téléchargés sur téléphone et les utiliser. Nous-mêmes, à No Code for Good, on a une application pour nos bénévoles, pour nous-mêmes gérer tout ce qui est validation de projet, de nos codeurs, qui est possible à faire depuis le téléphone. Malheureusement, il n'y a pas de fonctionnalité assez avancée pour aller jusqu'à la photo. Deuxième problème de Softair, c'est qu'il se concentre un peu trop en ce moment sur le fait de pouvoir faire des outils internes où là, sur les 3 catégories de membres, on a et les 35 bénévoles, et les citoyens, et les membres du service propreté de la commune. Ça fait beaucoup d'utilisateurs inscrits sur la plateforme. Et on est maintenant sur un pricing de Softair où on va payer plus à l'utilisateur inscrit dans notre base de données, qui pourrait faire monter les prix assez vite. D'accord, très clair. Ça, c'est si vraiment... Si tu as des options pour passer à la vitesse supérieure, moi je verrais bien un Softair au début, comme tu disais, avec peut-être que la partie bénévole, juste pour l'interne. Si tu voulais faire passer ce software à la vitesse supérieure, sur quel genre d'outil est-ce que tu voudrais le faire passer pour gérer les genres de fonctionnalités qui sont pas possibles actuellement? Ok. Alors, si on est vraiment sur du mobile first, en vrai, moi, j'irais, alors moi, avec mes compétences actuelles, j'irais sur du Flutterflow. J'irais sur une application qui va me permettre de pouvoir créer une application, de potentiellement pouvoir la déployer sur les stores, parce que peut-être que si on fait appel aux citoyens, peut-être que leur dire, vous pouvez aller télécharger cette application sur votre Apple Store, votre Android Store, etc., c'est peut-être un peu sécurisant, contrairement parfois à une PWA où il faut aller scanner un QR code obscur sur un site. Bon, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc, j'irais potentiellement sur un Flutterflow, ou alors il existe aujourd'hui une solution française qui s'appelle Zilio et qui pourrait aussi répondre à ce besoin. À côté de ça, je mettrais une petite base de données, un Supabase par exemple. Euh, Comme ça permettrait que si jamais le projet prend un peu d'ampleur et que les citoyens sont vraiment impliqués et qu'au lieu d'avoir 10, 15, 20, 50 personnes, on en a 200, 300, 400, 500, eh bien ça puisse continuer de tenir la charge. Alors là, c'est vrai qu'on a évoqué pas mal d'outils. On a parlé de Flutterflow, de Supabase, Tu peux expliquer un peu. donc et c'est vrai qu'il y a des outils différents qu'on peut utiliser, qui ont des niveaux de complexité différents. Flutterflow, tu l'as dit dès le départ, Xavier, c'est vraiment un outil assez complexe. Oui. Qui n'est pas à la portée de n'importe qui, contrairement à un Softair où là c'est vraiment un outil qui est très simple à prendre en main. J'ai envie de vous demander à tous les deux, Quentin et Xavier, finalement, quand on veut choisir des outils, c'est quoi les questions qu'on doit se poser
pour choisir un outil no-code et où est-ce qu'on peut aller chercher l'information en fait? Comment est-ce qu'on peut savoir quels outils existent et qu'est-ce qui sert à quoi? Je te laisse commencer ou tu veux que je commence? Je peux commencer. Déjà, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que je suis en capacité de faire le travail moi-même ou est-ce que je vais avoir besoin d'un développeur? Si je suis pas en capacité, est-ce que j'ai le temps de me former peut-être à un outil et de me concentrer sur un outil pour faire peut-être une partie ou toute l'application moi-même? Auquel cas, il y a plein de formations en ligne sur le no-code actuellement. On pourrait en citer pas mal, mais on pourrait aussi les retrouver sur le Slack. Encore une fois, le premier réflexe pour moi, si je me dis que je vais dans le no-code, c'est de chercher une communauté de no-codeurs qui pourrait me guider. Et là, je me tourne directement vers No Code France, la plus grosse communauté de no-codeurs au monde en termes d'un pays, avec beaucoup de références. Tout le monde pourrait donner des références d'outils différents, de formations. C'est vraiment un endroit de partage. Et je te laisse compléter Xavier, je pense, sur cette réponse. En fait, on sait pas synchroniser avant, mais c'est en fait exactement exactement ce que j'aurais fait. Déjà, se poser les questions en interne, quelles sont mes compétences? Je pense que c'est le point de départ, parce que il y a des choses qu'on est capable de faire soi-même, même si c'est que le MVP, par exemple. On est peut-être capable de bricoler quelque chose de fonctionnel. Tout à l'heure, tu as parlé de WhatsApp, peut-être qu'ils ont un WhatsApp. Eh bien déjà, avec un WhatsApp et Make, ou N8N, voilà, pour les un peu plus techniques ou ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus, eh bien on est déjà capable de faire des choses. Peut-être que l'application peut déjà débuter avec Make, WhatsApp et une petite base de données en arrière-plan. Tout est envisageable. Et c'est relativement simple aujourd'hui de faire ça. Typiquement, moi j'ai découvert Telegram et j'ai découvert les bots Telegram. Et franchement, on peut faire des choses extraordinaires rien qu'avec l'application Telegram. Tout à fait. Alors, des ressources qu'on peut citer aussi, c'est déjà les formations de contournement. Donc, contournement qui est un partenaire solide de No Code for Good et qui fait des formations d'excellente qualité et qui forme à plusieurs outils. On encourage aussi à aller voir la chaîne YouTube de No Code France où il y a plusieurs playlists, dont une qui s'appelle Les outils, qui permet de découvrir plein d'outils. Une autre qui est le No Code Crash Test, notamment de Claire qui est avec nous, me semble-t-il, qui est aussi une playlist avec des formats courts pour connaître des outils. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, il y a pas mal de ressources et bien sûr, pour les projets à impact positif, ne pas hésiter à s'adresser à nous puisque à No Code for Good, justement, ça fait partie des choses qu'on propose de vous mettre en relation avec des développeuses et des développeurs solidaires qui vont pouvoir vous apporter ces conseils si vous vous en sortez pas tout seul, puisque effectivement, le choix de l'outil, c'est vraiment un choix qui est crucial. Et comme l'ont dit Quentin et Xavier, ça nécessite de penser à beaucoup de choses, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudra faire dans le futur, et puis à qui on s'adresse et quelles sont nos capacités. Je voudrais peut-être aborder un autre point et puis après on pourra passer à un autre use case, mais c'est cette remarque de Claire qui était que dans cette mission, il y a beaucoup de besoins en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être, là encore, Quentin et Xavier, si vous voulez dire deux mots pour aider les projets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour formaliser un besoin quand on a un projet comme ça, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour l'exprimer, pour le cadrer? Je vais te laisser commencer cette fois. Ouais, je pense que, en fait, déjà, ce qu'on voit là, c'est déjà pas mal. Enfin, je trouve que si c'est pas des gens qui ont l'habitude d'exprimer leurs besoins, déjà, c'est très difficile d'exprimer son propre besoin, de dire ce dont on a besoin, ce qu'on veut faire, etc., etc. C'est très, très compliqué. Et là, alors, dans l'énoncé, il y a créer une application. Ça, c'est une finalité. C'est la fin. C'est le résultat. Créer une application. C'est pas le besoin. Le besoin, c'est pas de créer une application. C'est d'avoir un espace dans lequel on va pouvoir faire informer sur les actions de ramassage, signaler les déchets, etc., etc. Et peut-être que, au final, ce besoin est résolu par le fait de faire une application.
mais c'est peut-être pas nécessaire. Comme tout à l'heure, tu as parlé de WhatsApp, eh bien peut-être qu'il peut y avoir un back-office qui va traiter des demandes, et le WhatsApp peut être l'application. C'est pas obligé d'avoir développé une application. Et c'est peut-être du coup des coûts en moins pour l'association et une gestion peut-être plus simple parce qu'elle n'a pas besoin d'aller gérer une application, d'aller débugger, d'aller faire en sorte que ça passe sur les stores, de se bagarrer avec l'Android Store ou l'Apple Store qui est capable de sortir votre application du jour au lendemain. Bah, peut-être que juste le WhatsApp, c'est suffisant. Euh, du coup, moi je trouve que juste de décrire quels sont, euh, qu'est-ce qu'on voudrait, quels sont nos problèmes et quelles sont nos contraintes, ce qu'ils ont fait, ils ont marqué les contraintes. Enfin, je trouve ça, pour moi, c'est déjà un bon besoin. C'est pas forcément extrêmement bien cadré, mais c'est très très bien pour pouvoir commencer. Ensuite, il faut aller commencer à creuser avec la personne. Si c'est vous qui allez réaliser le besoin, il faut commencer à discuter, à creuser, à poser des questions complémentaires. Et moi, ce que j'aime bien utiliser comme méthodologie, même si je le fais pas exactement pareil, mais c'est une méthodologie qu'on appelle le QQO-QCP, le qui, quoi, où, euh, Quand, je sais plus, quand, quand, où, comment, ou pourquoi. comment, pourquoi. Et, et une fois qu'on a réussi à faire ça sur les différentes parties du besoin, bah, on est capable de dessiner un petit processus, de dire qui fait quoi, à quel moment, et ensuite d'identifier quels sont les endroits. On va mettre de l'application, on va mettre du no-code, on va mettre de l'IA potentiellement, etc. Absolument. Quentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je dirais aussi que bah, la première erreur quand on veut avoir sa solution, et qu'on est un peu techos et qu'on sait utiliser les outils no code, c'est de foncer la tête dans l'outil et de construire directement sans avoir réfléchi réellement à ses besoins et à ce qui est vraiment vital. Pour ça, moi je conseille en plus de penser MVP, Minimum Viable Product, pour ceux qui le connaissent pas, et c'est de se demander quelles sont les fonctionnalités vitales à mes besoins pour que ce que je fais fonctionne. En enlevant tout ce qui est superflu et qui pourrait être une amélioration future, mais se concentrer, quand on commence dans son projet, à se dire qu'est-ce qui fait que mon application a du sens et qu'est-ce qui en fait est juste un ajout quality of life qui ferait que les gens se plaisent peut-être un petit peu plus, mais qu'au final il n'y ait pas de grands changements notables. Tout à fait. Donc sur ce cadrage là, on a Thomas qui nous demande est-ce que il y a des questions pour aller plus en profondeur au-delà du QQECP et qui mentionne d'ailleurs les 5 pourquoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Je dirais avec ma casquette de product manager. Le pourquoi, en fait, de redemander pourquoi à chaque fois. Donc, la première chose, pour moi, le premier point, c'est le problème, en fait. Quel est le problème que je veux résoudre? Et puis, peut-être aussi raisonner en termes de user story. C'est un concept qu'on aime bien aussi, c'est-à-dire qui veut faire quoi, en fait? Qui veut obtenir quoi? De l'outil. Et donc, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de projets qui viennent à nous en disant moi, je veux un Notion, moi, je veux un Airtable. Et là, clairement, c'est très important de repasser par cette étape de OK, mais en fait, c'est quoi que vous voulez faire? C'est quoi le problème que vous voulez résoudre? Et c'est vraiment de là qu'il faut partir. Et j'insiste dessus parce que quand on s'adresse à la plateforme et qu'on veut être aidé par des no-codeuses et des no-codeurs, eh bien les développeuses, les développeurs, la première chose qu'elles ont besoin de savoir, c'est ça. En fait, c'est mais vous voulez faire quoi? Pourquoi? Super, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a Claire qui nous dit aussi le gain pour l'utilisateur, pour l'équipe de gestion. Absolument. Je propose qu'on regarde un deuxième cas. C'est encore moi qui choisis? C'est toi qui choisis, c'est toi qui es aux manettes. Alors, j'aime bien le bateau. Ça fait un peu vacances. Ok, le bateau. Donc effectivement, là, on a une association de femmes qui sont engagées pour la protection de la mer. Cette association, donc, c'est une association qui est venue avec une stack déjà conséquente. Elle avait un site WordPress, une base de données sur Excel, un serveur Discord pour ses adhérentes, un Google Drive,
un Airtable et tiens-toi bien, un Monday aussi. Et donc, elles sont Ouais. arrivées en disant, nous, maintenant, en fait, on fait un Notion pour remplacer Monday. Qu'est-ce qu'elles font en fait cette association? Elles mettent en relation donc ces femmes qui sont engagées pour la protection de la mer, c'est-à-dire qu'elles ont comme un annuaire en fait où les personnes peuvent être répertoriées et peuvent être ensuite se contacter entre elles, et elles mettent aussi à leur disposition un certain nombre de ressources que ces femmes vont ensuite pouvoir utiliser. Leur demande, c'était d'avoir un outil pour être plus efficace, puisqu'elles estimaient que là, les outils qu'elles avaient, c'était pas forcément satisfaisant. Elles avaient entendu parler de Notion et donc elles voulaient notamment migrer sur cet outil-là. Alors, je pense que j'en ai dit assez. Peut-être au niveau des contraintes, ce qu'on peut dire, c'est que donc du coup, il y a une utilisation par une équipe interne, par des adhérentes et aussi par des collaboratrices externes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Xavier et Quentin? Ok, je vais commencer, mais alors déjà, il y a trop d'outils. Il y a beaucoup trop d'outils. En plus, alors, il y a ce qu'on appelle de l'overlap. Alors, je vais expliquer un petit peu. Mais il y a des outils qui recouvrent les mêmes problématiques. C'est-à-dire, par exemple, je vois, il y a Airtable et Monday. Quel est l'intérêt d'avoir un Monday ou quel est l'intérêt d'avoir Airtable? L'un des deux, déjà, pourrait être remplacé par l'autre. Pour être même consommé par l'autre. On pourrait mettre potentiellement, je ne sais pas ce qu'est. Alors c'est peut-être noté, hein, j'ai pas forcément tout décortiqué, mais forcément, soit Airtable, soit Monday et de trop. Il y a en plus une base Excel. Pareil, on a Airtable et Monday, même dans Monday, on doit pouvoir mettre les datas. Pourquoi on a Airtable, Monday, Excel? À mon avis, les trois là, ça me semble ce qu'on appelle de l'overlap, c'est-à-dire que des outils qui ont à peu près les mêmes, qui résolvent à peu près le même problème. Donc on pourrait soit tout mettre dans Airtable, soit tout mettre dans Excel, soit tout mettre dans Monday. WordPress, moi j'ai pas d'avis particulier, j'imagine qu'elles en ont besoin. Et je vois qu'il y a un serveur Discord. Pareil, en vrai, les personnes pourraient avoir un serveur Discord, une base de données et tout gérer dans Discord. Discord, c'est un outil exceptionnel. On peut vraiment tout faire dans Discord. C'est vraiment l'un de mes outils préférés. C'est un outil dont on ne soupçonne même pas euh, le potentiel, mais on peut gérer totalement une communauté à l'intérieur d'un Discord. Et même faire de la gestion de projet et tout à l'intérieur d'un Discord si on est capable de le paramétrer correctement. Tu, tu, Euh, Partir dans tu Notion, je pense que c'est une mauvaise idée. Ça ne sert à rien, c'est du temps gaspillé. D'accord, bah ça c'est vraiment intéressant parce qu'elles étaient parties, elles étaient venues pour partir dans Notion. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus cette utilisation de Discord que là pour le coup moi je découvre complètement, je t'avoue. Est-ce que c'est possible d'ailleurs avec une version gratuite de Discord? De quoi on parle exactement quand tu parles de cette utilisation? Et puis, par ailleurs, quand tu disais, voilà, on peut utiliser, par exemple, Airtable ou un de ces outils pour tout faire, est-ce que tu peux détailler un peu, c'est quoi qu'on peut faire justement avec ces outils? Ok, ben en fait, Discord, c'est un peu comme Slack. Si vous savez bien utiliser, c'est Slack en plus puissant, on va dire. Si vous savez bien utiliser Slack, vous savez on pourrait, sur une interface, hein, même si c'est un peu particulier, mais on pourrait gérer, euh, on pourrait avoir une petite gestion de projet dans Discord. Dans Slack, pardon. Dans Discord, on pourrait avoir des petits canaux, des petites fenêtres à mettre sur. Enfin, il y a, il y a vraiment un niveau de personnalisation qui est extrême dans Discord. On peut vraiment créer des applications dans l'application. Et on pourrait tout à fait avoir des espèces de cartes, un peu comme on l'aurait dans un Trello, qu'on pourrait gérer. Si typiquement, je vais vous dire un truc un peu tout bête, mais si vous allez sur le Discord de Supabase, qui est un outil de base de données, vous allez voir déjà à quel point on est capable de customiser un Discord. Ils ont fait un truc qui est incroyable.
Vous pouvez totalement aller voir. Ensuite, Airtable, c'est un outil de gestion, un peu comme Monday. En vrai, on est un peu sur les mêmes cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des projets, créer des éléments. Donc, on va pouvoir mettre des documents, on va pouvoir ajouter des utilisateurs, on va pouvoir créer des tableaux pour faire du suivi, avoir des cartes, enfin faire du drag and drop un petit peu, avoir un Kanban, voilà, je cherchais le terme, mettre en place un Kanban. Donc, je vois vraiment dans les deux, on peut faire à peu près la même chose. Donc j'ai un peu de mal à voir pourquoi il y a un Airtable et un Monday. Elle pourrait avoir totalement une base Airtable qui est spécifique pour la gestion de projet, à la rigueur, et une autre base pour gérer autre chose. J'imagine qu'elles gèrent autre chose du coup dans Airtable et qu'elles utilisent Monday spécifiquement pour la gestion de projet. Et si les membres sont gérés dans une base de données Excel, ben, pareil, il pourrait aussi bien être géré dans Airtable. Alors peut-être un peu moins dans Monday, c'est un petit peu moins fait pour ça, mais on peut avoir tout à fait une liste de membres, euh, euh, une liste de membres dans un Airtable. Après, je vois qu'il y a aussi un Google Drive, ça veut dire qu'il y a, en fonction du volume de documents qu'il y a, peut-être aussi que Google Drive est de trop. Peut-être que juste le Airtable en question pourrait suffire pour pouvoir stocker les documents. Et puis, en plus, ils ont WordPress. WordPress, c'est pareil. Avec WordPress, on peut faire énormément de choses. Donc, on pourrait même tout faire directement dans WordPress. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses qui se marchent un peu dessus, et que de repartir du besoin de base et de reformaliser leur processus, ça pourrait juste leur permettre de d'élaguer un petit peu le nombre d'outils, parce que là, c'est pas possible. En fait, je pense qu'elles perdent plus de temps à gérer qu'à travailler vraiment leur, euh, leur, euh, leur association. Alors, on a du coup une question. Pourquoi? Et c'est vraiment impeccable parce que justement, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle, Xavier, parce que comme tu le dis souvent là sur cette histoire de base de données, il y a vraiment des choses à penser quand on a des bases de données. Quand on a des données, tu dis même, il y a des méthodos qui peuvent sauver des projets. Donc, j'aimerais bien que tu parles un peu de ça. Je voudrais tout de suite souligner qu'il y a une ressource précieuse que tu as donnée à la communauté et qu'on a mis dans le, je sais plus comment il s'appelle cet outil de Quentin, tu as fait une petite série en fait sur les bases de données et notamment avec 2 vidéos pour comment modéliser sa base de données. Donc ça, je renvoie toutes les personnes qui vont manipuler un peu des données à la regarder. Et du coup, Xavier, est-ce que tu peux nous dire un peu 2 mots sur cette utilisation, sur cette question de la méthodologie, et puis répondre aussi à cette question de, quand on a une base de données, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise Excel, Monday, Airtable? C'est quoi les raisons? Ok. Alors, donc j'ai commencé par répondre à la question de Victor, et ça va emmener de toute façon à répondre à l'autre, à ce que tu étais en train de dire. Pourquoi, du coup, utiliser Excel, Monday et Airtable comme base de données? Alors, Excel, déjà, c'est pas une base de données. On retire. Ça ne marche pas. Monday, peut-être, mais j'imagine que pour gérer des membres, ça me semble pas top, c'est pas vraiment fait pour ça. Je pense qu'Airtable, là, serait l'outil. euh, Access, dit Claire, mais non pas Access. Non, merci. Peut-être que, du coup, je pense qu'Airtable serait le bon outil pour pouvoir faire la gestion complète de ce qu'elles ont à faire. Ça m'étonnerait qu'elles aient besoin de ces 3 outils de manière spécifique. Il n'y a quasiment aucune raison. Enfin, en tout cas, j'en vois pas. Et pourquoi ne pas utiliser un Postgre? Parce que, alors, Postgre, c'est une base de données, c'est un vrai moteur de base de données qu'on va devoir aller héberger sur un serveur, qu'on va devoir construire, etc., monter, et surtout gérer. C'est-à-dire qu'il va falloir quelqu'un au cas où ça plante, au cas où ça bug, pour pouvoir s'en occuper. Et ça, c'est des compétences assez particulières, potentiellement assez techniques, et ça peut coûter un peu cher au final, même si l'hébergement en soi est quasiment gratuit. Vous pouvez héberger un Postgre pour 2 euros, mais si vous n'êtes pas capable de le remonter quand il est tombé, eh ben c'est un peu dommage. Vous avez mis quand même, vous allez devoir prendre quelqu'un en urgence qui va vous coûter cher pour pouvoir remonter tout ça. Donc, je pense mauvaise idée quand on n'a pas de compétences techniques. Et évidemment, en plus des compétences techniques pour gérer le serveur,
l'infrastructure qui est derrière le Postgre, il faut avoir modélisé sa base de données. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Angeline, c'est-à-dire que une base de données n'est efficace que si elle est bien structurée. Sinon, bah, elle va vous faire perdre du temps, ça va casser tout le temps, ça va pas forcément être ce qu'on appelle scalable, hein, c'est-à-dire que ça va pas passer à l'échelle. Quand on dit passer à l'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 10 personnes qui utilisent vos services, eh bien c'est bien, ça tient, c'est OK. Mais quand vous en aurez 100, eh bien peut-être que votre base de données, si elle n'est pas bien faite, bien conçue, eh bien elle va commencer à vous poser des problèmes. Et pas que des problèmes de rapidité, mais peut-être même des problèmes pour ajouter de la donnée, pour pouvoir faire ajouter des nouveaux services, puisque vous allez grandir, vous allez ajouter des services à vos membres pour une association, hein, potentiellement. Et à ce moment-là, vous allez commencer à arriver dans un espèce de sac de nœuds un peu difficile à démêler. Et c'est pour ça que la structure d'une base de données, c'est extrêmement important. Utiliser un Airtable, ça vous évite, Airtable ou autre, hein, bien sûr, mais ça vous évite d'avoir à penser ça de manière très très professionnelle. Je veux dire, vous pouvez démarrer de zéro et faire quelque chose d'utilisable avec Airtable jusqu'au moment où vous allez voir que ça rame un petit peu. À ce moment-là, vous pouvez commencer à migrer. Mais si vous avez ça dans une base de données, un type Postgres, Supabase, Xano, comme on peut en entendre, c'est plus difficile. Les compétences pour pouvoir gérer ça sont un peu plus complexes à les mettre en œuvre et ça coûte du coup plus cher. Il me manque une partie de la question à Oui, laquelle il tu te n'as pas manque un répondu. mot sur la méthodo, Xavier, quand tu dis Oui. modéliser la base de données, c'est quoi la règle d'or? Comment on fait ça proprement? Alors, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, du coup, quand on fait un peu d'informatique à l'école. C'est une méthode qui s'appelle Meurize. Meurize, c'est tout bête, Merise. C'est une méthode vraiment très basique, très simple. Enfin, c'est pas très simple, mais il suffit de se former. Et vous avez des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube. C'est vraiment pas très compliqué de trouver de la data là-dessus. Et ensuite de vous former, parce que c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de comprendre une base de données, de comprendre un peu le langage qu'il y a derrière les bases de données, hein, ce langage qui s'appelle le SQL, et ensuite de pouvoir vous approprier les différentes méthodologies qui vont permettre de créer quelque chose de cohérent. En plus de ça, après, il y a d'autres petites choses qui viennent se greffer. Il y a tout ce qu'on appelle la normalisation. Alors là, on ne va pas aller trop dans le détail, c'est peut-être un peu technique, mais c'est la capacité de votre base de données à être vraiment parfaitement structurée et, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, scalable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y greffer des nouvelles choses facilement parce que sa structure vous permet d'y rajouter des choses facilement. C'est pensé. euh, non, on peut parler de normalisation, mais peut-être dans un autre live. Mais, en fait, c'est parce que votre base de données aura été pensée pour pouvoir être modulaire et donc vous allez pouvoir y accrocher de nouveaux services sans grand effort. Tout à fait. Donc, point très important. Et là encore, moi, j'encourage vraiment les projets à venir déposer une mission de consultation sur No Code for Good et parce que nos développeuses et nos développeurs peuvent accompagner là-dessus. C'est leur rôle aussi de penser la donnée, de penser comment on organise, comment on modélise, comment on pense des process. On a tendance à penser tout de suite outils, mais en fait, c'est pas que les outils, c'est aussi comment est-ce qu'on organise l'information, comment on pense les process, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les développeuses et les développeurs peuvent aider. Exact. Donc, Bah, ne là, pas là, on est hésiter. typiquement dans ce cas-là, hein. Là, on a trop d'outils pour faire, j'y mets peut-être peu de choses. Tout à fait, tout à fait. Alors malheureusement, on arrive un peu à la fin de notre temps. C'est vrai que l'heure est passée extrêmement vite. Il y avait une question de Thomas qui, je pense, sur laquelle on peut revenir parce que c'est un sujet important, ce sujet du cadrage qu'on a évoqué. On a donné vraiment les bases avec cette idée de poser les questions, hein, le qui, quoi, quand, où, comment, et puis surtout le pourquoi, enfin et le pourquoi. Mais il existe quand même des ressources. Donc, Contournement, par exemple, propose des formations, y compris des formations gratuites. Moi, je recommanderais aussi des formations d'Open Classroom sur le sujet qui sont assez bien faites pour apprendre à cadrer des projets. Ce qui est important, quand on est une association, on n'a pas de chef de projet, donc il faut cadrer soi-même. Donc parfois, il faut se former un peu. Je ne sais pas, Xavier, est-ce que tu as des recommandations?
Déjà sur contournement, il y a une formation sur la gestion des processus, sur la cartographie des processus. Alors c'est moi qui l'ai réalisé, donc je suis un peu biaisé, mais c'est une formation qui vous donne vraiment les bases de la modélisation, qui vous explique pourquoi il faut modéliser, à quoi ça sert, et que c'est pas juste une perte de temps de faire des dessins, des carrés et des triangles, des losanges d'ailleurs, pas des triangles, mais que ça a un vrai impact et que ça peut vous faire gagner et du temps et de l'argent dans le futur. Ensuite, des ressources. Alors, je pense que je pourrais en trouver, mais concrètement, si vous cherchez, euh, il y a tout un tas de ressources sur le product management sur Internet, qui peuvent vous parler, qui peuvent vous aider du coup à bien exprimer, bien exprimer des besoins, bien rédiger une expression de besoin, des user stories, etc., de bien découvrir qui sont vos utilisateurs. Euh, Franchement, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Et Ben, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être très vaste, on peut très vite se perdre et très vite faire de l'over-engineering, hein, comme on dit, d'aller trop loin en fait dans la réflexion. J'imagine que c'est ce que ces jeunes femmes, jeunes ou pas d'ailleurs, ont réalisé. Elles ont fait de l'over-engineering et c'est pour ça qu'il y a des outils pour chaque truc, alors que peut-être un outil serait plus que suffisant. alors, tu dis il y a beaucoup de ressources et c'est vrai, mais tu ne fais pas la pub de la ressource que tu as toi-même créée, donc je vais la Mince, faire et je le rappelle. mince. Il y a ce podcast que tu as fait justement sur le product management. Et là, vraiment, en 2 épisodes, on a en fait le concentré de tout ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut cadrer un projet. Donc, moi, on l'a mis d'ailleurs dans le lien de, je crois que ça s'appelle Bentomi. Ce lien, on recommande vraiment d'aller voir cette ressource. Et en plus, j'ai d'autres épisodes qui sont en cours, d'ailleurs, que je t'ai fait écouter le numéro 3 je ne l'ai pas posté, mais j'en ai 5 ou 6 qui attendent et qu'il faudrait juste que je poste. Ça fait des mois que je traîne là-dessus, je procrastine. Super. Donc, ça arrive, donc il y en aura d'autres. Oui. Je pense que malheureusement, on est un peu arrivé au bout de notre temps. Xavier, est-ce que tu voudrais faire quelques remarques pour conclure? C'est vrai que peut-être un dernier point, enfin, tu as peut-être d'autres choses que tu voudrais aborder, mais on en a abordé pas mal. Mais un dernier point, c'est sur la question de l'autonomie. On l'a vu à travers tous ces derniers outils, tous ces outils qu'on a évoqués. Il y a toujours, enfin, il y a certains outils où il faut pas y aller en fait. Si on n'a pas des compétences, on a parlé de Flutterflow, je pense Xano rentre dans cette catégorie, Supabase, enfin il y en a vraiment un certain nombre où Bubble par exemple, j'aurais tendance à dire aussi, il faut pas aller sur ces outils-là si on n'a pas des compétences de développement. Et il y en a d'autres qu'on peut utiliser mais à un certain niveau. Airtable en fait partie, on a beaucoup parlé. Peut-être, oui. Est-ce que tu pourrais dire, Xavier, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec Airtable? Alors oui. Il y a des choses qu'il ne faut pas. En fait, il ne faut pas essayer de créer un outil SaaS avec Airtable. Quand on dit un outil SaaS, c'est quoi? C'est un outil, c'est par exemple un logiciel qu'on va mettre en place sur Internet avec un login mot de passe et que toutes les données qui sont derrière, qui sont utilisées pour faire tourner cette application, soient hébergées sur Airtable. Ça, c'est une mauvaise idée parce qu'Airtable n'est pas une base de données, c'est un outil de gestion, mais ce n'est pas même si on vous le dit, même si c'est écrit partout, ce n'est pas une base de données, c'est un outil de gestion dans lequel on peut ranger de la donnée. Donc ne faites surtout pas ça. C'est la porte ouverte à tous les hackers pour piquer toutes vos datas. Voilà. Super. Et ben voilà qui est très résumé. Olivier, justement, on a résumé en 30 secondes ce qu'il ne fallait pas faire avec Airtable et c'est important de le souligner. Du coup, Peut-être eh la balle bien, à No Code for Good. ouais, absolument. On va devoir conclure puisqu'on arrive à la fin de notre temps. Quentin, est-ce que tu veux euh, nous faire une petite conclusion? Déjà, merci beaucoup Xavier pour tes retours, pour tes connaissances et ton partage. Bon, ça veut dire qu'à un moment, nous, il va falloir qu'on réfléchisse à utiliser un outil de base de données pour No Code for Good pour une V3, 4 ou 5, on verra où est-ce qu'on en est, mais les questionnements sont présents et on reviendra sans doute vers toi
un moment quand on aura ces questions qui deviendront urgentes. Okay. Donc je vous rappelle que ce live est hébergé sur la chaîne de No Code France. On les remercie énormément, l'association No Code France. N'hésitez pas à rejoindre le Slack et aussi à adhérer à l'association depuis leur LOASO. Nous aussi, No Code for Good, nous recherchons des membres, on recherche toujours des no-codeurs et des projets à venir proposer leur aide ou à demander de l'aide sur la plateforme. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site qui est présent dans le Bentomi que je vais afficher à l'écran une dernière fois. Le live du mois prochain sera donc sur de la construction crash test avec moi tout seul à l'écran cette fois-ci pour construire une messagerie sur Software. Donc on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire et on va faire une base de données complète dans Airtable et tout gérer depuis Airtable. Mais on le fait parce que c'est possible de faire et parce que ça va être drôle. Je pourrais pas participer à ce live, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. On pourra faire un deuxième live après pour faire une construction d'une vraie messagerie dans un vrai outil de base de données ensuite pour faire un parallèle. Ça pourrait être intéressant. Mais sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et au mois prochain. Au revoir tout le monde. Merci encore Xavier. Merci à tous. À bientôt.